Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'orgue néoclassique. L'orgue classique devait sa réputation pendant 3 siècles au bel équilibre que les facteurs avaient su réaliser entre les trois familles de jeux, c'est-à-dire les fonds, les mutations et les anges. Instruments de la douceur mystérieuse, de la polyphénie claire, de la couleur éclatante, il avait entre les mains d'organistes croyants fait ses preuves. On a dit quelles avaient été les causes de sa décadence et comment il avait marqué le pas dès 1730 devant l'orchestre naissant, plus expressif, plus humain peut-être. L'instrument romantique qui devait le remplacer au XIXe siècle portait en lui deux genres de destructeurs pour avoir méconnu l'une des couleurs de l'orgue, la couleur essentielle peut-être celle des mutations que méprisait un Berlioz pour avoir voulu faire de l'orgue un orchestre de second ordre s'entend, puisqu'il n'en présentera jamais la souplesse, Cavaillé-Coll n'avait-il pas abouti à une impasse? Pas plus que le vitrail ne saurait se passer de la lumière pour donner son plein effet, pas plus l'orgue ne saurait vivre sans ses fournitures et ses cymbales. De cette double erreur, certains organistes, facteurs et organologues s'aperçurent à l'instant même où les artistes découvraient l'œuvre la plus organistique qui soit, celle de Jean-Sébastien Bach. Celle aussi de ses prédécesseurs des XVIIe et XVIIIe siècles, notamment des Français qui annonçaient l'apport du cantor et dont les pages colorées exigeaient autant que celle du génie à venir un orgue pourvu de tous ses caractères intrinsèques, l'instrument de la polyphonie qui avait été 6 siècles durant. Il fallut retourner l'opinion, convaincre ceux qui en tenaient encore pour l'orgue orchestre, l'orgue romantique comptait toujours ses adeptes, les beaux effets, les tonnerres, les éclats, les toccates tumultueuses et les brillantes envolées, toute l'emphase et les déclamations des grands jours étaient sujets à révision. Un à un, l'on découvrit des chorales dont le langage apparaissait austère, des préludes et fugues dont l'écriture semblait scolastique, des dialogues, des récits, des grands jeux, des canzone, des chaconnes qui valaient par le fond tout autant que par la forme. Et certains, en Allemagne comme en France, de ressusciter une littérature de plusieurs générations avaient méconnu, parce qu'ils avaient oublié la vraie grandeur, la vraie spiritualité de l'instrument. Et certains de se persuader dès lors que dans cette musique résidait le véritable message de l'orgue et que loin de se confondre avec l'orchestre, l'orgue vivait d'une existence autonome, au moins aussi belle, aussi riche, et que si la symphonie avait émigré du domaine de l'orchestre en celui de l'orgue, il n'y avait aucune raison pour qu'on oubliât ce pourquoi l'orgue avait été créé. Facteurs, organistes firent les premiers pas. Ils eurent d'autant plus de mérite qu'ils étaient les uns et les autres issus du monde de l'orgue symphonique. Un Delpierre, en 1880, n'hésite pas à ressusciter certains jeux de mutation à l'orgue de Notre-Dame du Bon-Port à Nantes. Timidement, un Puget à Toulouse, un Merclin à Lyon, un Mutin à Paris en appellent à plusieurs de ces registres. Widor découvre Bach à ses élèves, et bien qu'ils apparaissent comme le représentant de l'orgue symphonique, il prend parfois la défense de l'orgue classique. Plus curieux du passé, Guilmant publie des textes et cherche à faire revivre sur un orgue moderne une atmosphère ancienne. La France est la première à ouvrir la voie. L'Allemagne suit, mais avec mollesse, car l'esprit romantique la domine encore. L'Angleterre hésite. Le Canada persévère en des formules périmées. Les facteurs sont aidés par tout cela qui s'abreuvent de l'art de Jean-Sébastien Bach. Dans les programmes des concerts d'orgue, depuis 40 ans, la place est faite aussi large aux maîtres classiques qu'aux romantiques.
Les congrès d'orgue, celui de Strasbourg notamment en 1932, où voisinés facteurs et organistes de France et d'Allemagne contribuent à répandre la lumière. Il faut revivre l'art de Silbermann, de Schneidker, des Clicquot et des Lefebvre, sans pour cela oublier tout ce que nous devons au génie d'un Cavaillé-Coll. C'est le vœu exprimé par Schweitzer et Pirot, les historiens de Bach, et par le chanoine Mathias, la Société des Amis de l'Orgue, créée à Paris en 1926, par Miramont, Fritz James, s'unit à ce mouvement et s'efforce par sa revue, par ses concerts, de faire connaître et d'apprécier l'orgue classique. Enfin, voici qu'en France, comme en Allemagne et aux Pays-Bas, le service des beaux-arts, soucieux de préserver toutes les œuvres d'art, décide de procéder à la sauvegarde de centaines d'entre elles en les classant sur la liste des objets précieux. Il entreprend ainsi la restauration de celles qu'il exige. Une commission des orgues historiques est créée aux Beaux-Arts en 1933 qui deviendra en 1968 la 5e section de la Commission supérieure des monuments historiques. L'on ressuscite ainsi des orgues du XVIIe, XVIIIe siècle dans l'esprit du temps. La Flèche, Batz, Saint-Nicaise de Rouen, Saint-Rémy de Dieppe, Sainte-Gabelle, Caudebec en Caux, le Petit Andely, Verneuil, Notre-Dame-Guibé-la-Falaise, Uzès, Sarlat, Marmoutier, Saint-Michel en Thiérache. Le service des monuments historiques n'hésite pas à doter un édifice aussi célèbre que la chapelle de Versailles d'un orgue qui réunit tous les caractères de l'époque de Louis XIV. Un facteur apparaît à notre pays qui symbolise ce mouvement et qui va contribuer à créer l'orgue néoclassique. Victor Gonzalez, 1877-1956, est un ancien disciple, ancien harmoniste de Cavaillé-Coll. Mais l'on vient de la facture traditionnelle et donne naissance à l'orgue romantique. L'autre, issu de ce domaine, le quitte pour revenir à la formule classique. L'orgue néoclassique, moins qu'un retour total à l'esprit du XVIIe siècle, marque comme une synthèse harmonieuse entre les deux tendances, classique et harmonique. Ainsi l'a compris un Victor Gonzalez. Ainsi l'ont compris les maisons Glouton et Delbière de Nantes, Rottinger de Strasbourg, Merclin de Lyon, Puget de Toulouse, et en règle générale tous les facteurs qui, tant en France, Chéron, Muller, Kern, Schengedel, Mühlhausen, Apfer, Benoît et Sarello, Renault, qu'en Suisse, en Italie et en Allemagne, Welker, Steinmeier, Kemp, Claes, von Beckrath, Schuck, ont construit ou restauré des instruments depuis 50 ans. L'Angleterre suit plus difficilement. Les États-Unis, à l'exception de quelques firmes, Harrison et Hotcan, ne sont pas toujours laissés à convaincre. En revanche, aux Pays-Bas, Fentrop, en Belgique, dans les pays scandinaves, Markussen, Frobenius, l'orgue néoclassique triomphe. En France, subsistent quelques rares tenants de l'orgue romantique parmi certains compositeurs. Le Canada s'aligne enfin de compte sur le mouvement néoclassique chez Cassavant qui construira de nombreux orgues mécaniques. L'orgue 1930-1980 a fait sien tous les perfectionnements introduits par Cavaillé-Coll dans la facture. Il a conservé, agrandi parfois la console indépendante. Il a multiplié les commandes. Les claviers ont tous été portés à 61 notes, le pédalier à 32. Les principes rationnels qui permirent à Cavaillé d'alimenter l'orgue avec plus de régularité, plus de variété, suivant les sommiers, ont été maintenus dans bien des cas. Pourtant, l'alimentation a donné lieu à des simplifications. Victor Gonzalez a pu supprimer tel réservoir secondaire, telle boîte qui encombrait le soubassement de l'orgue, en assurant au sommier une semblable quantité d'air. Le levier pneumatique Barker a été parfois conservé. Une amélioration consiste à utiliser la machine pneumatique pour le seul accouplement entre les claviers, ces derniers tirant directement les soupapes au sommier.
Mais tout le monde est prêt de reconnaître la supériorité du tirage direct. Sur l'orgue mécanique, le facteur adapte ce système pneumatique ou le système électrique au tirage des registres. Voici qui lui a permis d'introduire en un tel instrument les combinaisons, qui jusqu'alors enrichissaient les seuls orgues tubulaires ou électriques. Sous le clavier inférieur ont été disposés 6 ou 8 boutons et un bouton pivot dit ajusteur. Il suffit d'appuyer sur ce dernier ainsi que sur l'un des 6 ou 8 poussoirs pour enregistrer au clavier, au pédalier, tous les jeux, toutes les tirasses, tous les accouplements que l'on vient de préparer. En cours d'exécution, il n'est que de pousser du doigt le bouton correspondant à l'une des combinaisons établies au préalable pour modifier tout le climat sonore de l'instrument. L'interprète introduit ces combinaisons au doigt ou au pied. Il peut faire se succéder les couleurs sans que son jeu n'en soit affecté. Un annulateur permet d'effacer instantanément tout effet, toute combinaison préparée. Du point de vue sonore, l'orgue néoclassique marque un retour vers les jeux de mutation. Comme autrefois, chacun des claviers manuels reçoit son plénum. Le centre sonore du clavier est constitué par les principaux et les pleins jeux. À leur côté, voici le cornet composé au grand orgue et décomposé au récit et au positif. Le chromorne a retrouvé sa place au dernier clavier. Une batterie d'anches chante au clavier principal et au récit comme le désirait Cavaillé-Coll. Quelques anches douces, bassons ou ranquettes viennent augmenter l'intérêt d'un clavier de détail. Ainsi qu'en Allemagne, au XVIIIe siècle, le pédalier reçoit une composition rationnelle. On aime à disposer là une famille de 16-8-4 de bourdons, une famille de principaux et une famille de flûtes, une fourniture, une batterie d'anches éclatante et parfois une autre batterie d'anches douce. L'on pourvoit à une meilleure répartition des jeux de fond et l'on s'efforce de diminuer la pression au clavier. L'effort du facteur porte tant sur la composition d'un clavier que sur la bonne taille à donner au tuyau. Il conserve parfois les grands récits de Cesspier dont Cavaillé-Coll leur avait donné le modèle. Mais il préfère reconstituer le positif dans son buffet séparé. Il recherche les bouches basses, supprime les dents de scie des biseaux, les entailles d'hier, faites au tuyau pour les accorder. Est-ce à dire que dans l'orgue néoclassique, le buffet tienne encore la place qui était la sienne hier? La boiserie de l'orgue romantique ne présentait aucun caractère. Ici, reproduction d'un buffet gothique Sainte-Clotilde de Paris, la copie d'un meuble Renaissance Saint-Eustache de Paris. Visant à l'économie et à la simplicité, le facteur du XXe siècle supprime tout buffet. Seul subsiste un soubassement qui dissimule soufflerie et abrégé et soutient les sommiers. En façade, la gaine de bois a disparu. Un seul élément décoratif demeure, le tuyau. Tuyaux de bois peint, d'étain, de cuivre, les lignes qu'ils dessinent entre eux, les saillies, les rentrants qu'ils autorisent, les tourelles qu'ils constituent, permettent de renoncer à l'ornement potiche des claires-voies, des cariatides, des pots à fleurs et des draperies. Sous la lumière crue ou voilée, la nudité du tuyau, la forme de son écusson, la cavité de sa bouche suffisent à créer un décor. Mais certains facteurs croient à la nécessité du buffet et y reviennent pour une meilleure répartition du son dans la nef. La facture néoclassique qui s'est imposée depuis 40 ans ouvre une nouvelle page dans l'histoire de l'orgue. Si l'électricité prévaut encore parfois en Europe ainsi qu'en Amérique, le système tubulaire tend à disparaître et le système mécanique à l'emporter un peu partout. Dans notre pays seul, des orgues comme celle du Palais de Chaillot,
de Saint-Eustache, de Notre-Dame d'Auteuil, de Saint-Étienne-du-Mont, de Saint-Louis-des-Invalides, de Sainte-Clotilde, de l'Oratoire, de Saint-Méry de Paris, de Notre-Dame de Versailles, des cathédrales d'Amiens, de Strasbourg, Le Puy, Verdun, Reims, Bayonne, Limoges, Arras, Prades, Chambéry, Angers, Troyes, Nancy, Toul, Quimper, Le Mans, Rennes, Nantes, Luçon, Cavaillon, Chartres, Nevers, Beauvais, Bordeaux, de la collégiale de Saint-Quentin, du studio 104 de la radiodiffusion, de la salle Maurice Ravel et de Saint-Bonaventure de Lyon, disent l'excellence de la formule néoclassique. Toutes les musiques y trouvent place, de Paumann à Jean Alain, Langlais et Messiaen. J'espère que cette petite vidéo sur l'orgue néoclassique vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la musique et les musiciens avec une première vidéo sur les prophètes de l'orgue. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.